Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien, et je suis très content de vous retrouver pour ma dernière preview de ces huitièmes de finale de Champions League, où après un mois de lutte intense et quelques vraies surprises, l'Ajax, Porto, Manchester et Tottenham accèdent au prochain tour, mais il reste 4 duels. Atlético Juve, City Schalke, Bayern Liverpool et Barça Lyon. Alors à quoi peut-on s'attendre? Qu'est-ce qu'il faut savoir? Quels heureux élus verront l'écart. Alors on commence avec Juve Atlético. Et si on était initialement beaucoup à prédire un rapport de force très équilibré, et même esthétiquement assez proche, et le match aller a révélé une profonde asymétrie. Avec d'un côté une Juve franchement monotone, au circuit de passe prévisible, stérile, à la fois latéraux et lents, et en face des Madrilènes très à l'aise sans ballon. Seulement 37% de possession, et privilégiant un jeu direct, vertical, risqué, 73% de passes réussies, contre 87 pour la Juve. Ça a finalement payé en toute fin de rencontre, avec 2 buts de renard signés Jiménez et Godin, consécutifs à 2 coups de pied arrêtés, 2-0 score final, un avantage tangible à l'heure de rallier Turin. Alors la question maintenant c'est, est-ce que la Juve peut renverser la vapeur et réaliser ce qui serait une remontée historique? Ça serait pas la première fois que ça se produit dans les dernières semaines, mais si on compare l'ampleur de la tâche à ce qu'a réalisé l'Ajax ou Manchester par exemple, il s'agit ici d'un cran de difficulté supérieur, et pour plusieurs raisons. Déjà, je dirais que perdre le match aller 2-0 à l'extérieur, c'est à peu près la pire chose possible. Je pense que je préfère même le perdre 2-0 chez moi, parce qu'ensuite au retour un 3-1 te qualifie. Alors que là, si la Juve contre l'Atlético mardi encaisse le moindre but, il faudra qu'elle marque à 4 reprises. Et malgré l'armada offensive des Turinois, sur le papier, depuis le début de la saison, la Juve n'a marqué qu'une seule fois, 4 buts en un seul match, c'était ce vendredi contre Udinese. Alors ok, les performances en Serie A sont pas nécessairement très indicatives de ce que peut faire la Juve en Europe, mais même sur la scène continentale, on n'est pas là sur un club qui a la remontada dans son ADN. Malgré ce clip de promo diffusé samedi sur sa chaîne YouTube, la réalité c'est que la Juve n'a jamais réalisé de comeback en C1. À 7 reprises, les Bianconeri ont été confrontés à un déficit de 2 buts ou plus après le match aller, et malgré quelques exploits touchés du doigt, ils se sont inclinés 7 fois. Et alors si tout ça n'est pas encore assez décourageant, de mon point de vue ça devient encore plus difficile quand tu considères l'adversaire en question. Parce que s'il y a bien une équipe qu'on a du mal à imaginer dilapider un avantage, c'est bien l'Atlético. Historiquement déjà, en Ligue des Champions format classique et format moderne, l'Atlético s'est imposé 6 fois 2-0 à l'aller et s'est qualifié 6 fois pour le prochain tour. Et puis surtout, parce que l'histoire a ses limites, l'équipe actuelle, forgée par un entraîneur argentin qui a brillé en Serie A, qui compte une paire de superbes centres uruguayens et sans doute le meilleur gardien du monde à l'heure actuelle, joue avec une intensité rare. Une passion guerrière qui combine grinta, garra et catenaccio, c'est une équipe qui n'a pas encaissé le moindre but sur ses 5 dernières rencontres. Alors on peut ne pas être un fan absolu de l'esthétisme Simeone, même s'il y a quand même des joueurs au potentiel technique très intéressants. Quand ça veut, ça sait jouer et ça combine très bien, mais bon, on peut ne pas être fan. Cela dit, à l'heure où les effectifs se déchirent et où les entraîneurs ont de la chance s'ils tiennent plus de 18 mois, on peut être qu'admiratif en revanche de la longévité et de la stabilité de leur groupe. Au match aller, et parmi les 11 joueurs alignés, Oblak et Griezmann, qui comptent quand même 5 saisons jouées sous les couleurs de l'Atlético, faisaient presque figure de nouveaux venus. Simeone, lui, est sur le banc des Colchoneros depuis 2011. Et alors le truc, c'est que l'histoire pourrait devenir encore plus belle, parce que cette année, la finale de Ligue des Champions se jouera au Wanda. Et pour un groupe dont la fin de cycle est peut-être plus très loin, je crois que Godin filera cet été à l'Inter, c'est quasi fait il me semble, ce serait un dénouement sublime, surtout que le chemin est potentiellement assez dégagé. Leur bête noire en Europe, le Real, est sorti, Paris aussi, la Juve, s'ils les éliminent, et puis soit le Bayern, soit Liverpool, pour une équipe qui est déjà quasi assurée de terminer deuxième en Liga et qui n'est pas en finale de Copa del Rey, je suis persuadé que cette compétition a jamais autant été l'objectif de leur saison. La preuve ce week-end contre les Ganes, ils ont fait souffler une grande partie de leur cadre en titularisant Kalinic, Vitolo, Correa, Solano, Savic. Donc voilà, on l'entend pas tant que ça, et notamment parce que leur communication est très bien maîtrisée, tout se passe dans le vestiaire, mais à mon avis, si on devait choisir aujourd'hui l'équipe qui a le désir le plus puissant de soulever cette C1, je suis convaincu que c'est l'Atlético, et je pense même qu'ils sont très loin devant tous les autres. Alors après, ça veut pas dire pour autant qu'ils vont le faire. La Juve a peut-être un peu de mal à réaliser son potentiel collectif cette année, ça joue pas ultra bien, mais les individualités sont effrayantes. Et il y a bien sûr le facteur X Ronaldo, qui lui a la remontada dans le sang, pas de problème. On annonce aussi de plus en plus Godin forfait pour ce match, ce qui serait un vrai coup dur. Tout ça pour dire que c'est pas du tout acquis pour l'Atlético, et que ça va être une rencontre à nouveau épique, très intense et passionnante à suivre.
Bon, une fois qu'on a dit tout ça, mon prono est pas très important, mais si je devais miser, je vois une Juve qui aura du mal à sortir l'Atlético de sa zone de confort, et qui marquera quand même en premier, mais tard, et qui ensuite se fera contrer en essayant de jouer le tout pour le tout, un partout. On enchaîne très rapidement sur City Schalke, qui est de mon point de vue, et parmi les équipes encore engagées en 8ème, sûrement la confrontation grand écart. Les deux extrémités du power ranking entre des Citizens au sommet de la Première Ligue, qui restent sur 9 victoires consécutives, toutes compétitions confondues, qui ont effrayé Watford ce week-end, qui avait renversé la vapeur à Gelsenkirchen pour l'emporter 2-3, et en face, tenez-vous bien, un Schalke qui sur ses 6 dernières rencontres compte un nul, 0-0 contre Fribourg, et 5 défaites, dont les 3 dernières sont humiliantes, 3-0 à Mayence, 4-0 chez soi contre le Fortuna, et 4-2 à Brême ce week-end. Au classement, le club est solide 14e de Bundesliga sur 18 et à 7 longueurs du 13e. Voilà, c'est tout simplement une saison cauchemar pour eux et je dois dire que je vois pas le cauchemar prendre fin à l'Etihad. 3-0 pour City. On passe maintenant au match de mercredi et en premier lieu un très alléchant Bayern-Liverpool, dont le seul défaut est, oui peut-être, d'avoir été programmé en même temps que Barça-Lyon. On peut pas tout avoir, mais donc un énorme match qui est aussi un choc de titans très indécis. À la fois sur le plan historique, 10 Ligues des Champions à eux deux, 5 chacun, et même par rapport au match aller. À Anfield, Liverpool avait assez nettement dominé les débats, se procurant les meilleures occasions, comme reflété par leur total d'expected goals, mais comme dans l'autre rencontre de la soirée, ça a terminé 0-0, et tout reste à faire. Alors j'en avais parlé dans ma preview il y a quelques semaines, mais le Liverpool de cette saison est fondamentalement assez différent de celui de 2017-2018. On va dire que pour rendre son équipe plus mature, pour traduire le talent de ses joueurs en titres tangibles cette fois, et puis aussi quelque part pour faire face à des adversaires plus avertis, Klopp a un peu laissé de côté le rythme effréné de la saison dernière, ce fameux football heavy metal, et cherche désormais plus de contrôle. Le résultat, c'est la deuxième meilleure défense d'Europe, 17 buts encaissés en 30 matchs de Première Ligue seulement, bien aidé par l'arrivée cet été d'Alisson, dont le jeu au pied encore parfois trop risqué, est à la limite de l'absurde, mais qui reste absolument décisif sur sa ligne. Et puis surtout, alors qu'à l'aller, Liverpool faisait face à une avalanche de blessés et avait dû se résoudre à aligner une charnière Matip-Fabinho, donc le 4ème central de la rotation, et un milieu défensif de métier lui-même pas toujours titulaire, là Klopp va pouvoir compter sur les retours de Van Dijk, sans doute le meilleur stopper du monde à l'heure actuelle, et de Lovren, c'est quand même nettement mieux. Mais le truc c'est qu'en face, le Bayern aussi va mieux. Après un début de saison relativement compliqué, avec du retard pris en championnat, avec cette défaite à Dortmund et un fond de jeu loin d'être toujours enthousiasmant, la situation de Niko Kovac, qui arrivait cet été en provenance de Francfort, était assez périlleuse. Aujourd'hui, la dynamique est tout autre. Et à l'image de leur succès écrasant ce week-end, 6-0 contre Wolfsburg, qui leur permet de repasser en tête de Bundesliga, on sent un vent de confiance parcourir la Bavière. Alors il reste quand même pas mal d'interrogations. Kimmich, par exemple, est suspendu, et aucun des remplaçants ne donne vraiment satisfaction. Mais du côté de Liverpool, au même poste, Trent Alexander-Arnold est très incertain. Les Reds ont eu un jour de récup en moins, ce qui a considérablement agacé Jürgen Klopp. Alors au moment de vous donner mon prono, je suis loin d'être serein, et je dirais sans difficulté que c'est la rencontre la plus indécise de tous ces huitièmes de finale. Mais voilà, si je devais absolument choisir, je vois peut-être Liverpool un peu partagé par son désir de remporter la Première Ligue, et peut-être aussi que le Bayern est en train de revenir en forme pile au bon moment. Alors je les imagine remporter la rencontre difficilement, mais je les imagine passer quand même 2-1. Et puis enfin, pour conclure sur la rencontre, que personnellement j'attends le plus, que va donner ce Barça-Lyon. À l'aller, ça avait été une boucherie inconcluante, les visiteurs dominant très largement 25 tirs à 5, mais ne convertissant pas leurs occasions, et l'OL est donc resté en vie, avec des raisons d'y croire. Déjà, cet avertissement sans frais offre la possibilité de tester une nouvelle recette, et il y aura cette fois un ingrédient précieux, le retour de Nabil Fekir, suspendu à l'aller et manquant cruellement ancien. Alors il réalise pas une saison tout à fait exceptionnelle, je dirais même qu'il est plutôt en dedans en Ligue 1, mais dans les grands rendez-vous il a toujours brillé, et surtout il fera beaucoup de bien à un bloc qui était considérablement étouffé, souvenez-vous à l'aller par le pressing du Barça, et du coup, peut-être encore plus que par son leadership ou par sa qualité dans le dernier tiers, l'OL aura besoin de ses décrochages pour s'offrir un peu d'air. Alors en face, Arthur sera de retour, ce qui est une très mauvaise nouvelle pour Lyon, mais Ousmane Dembélé est lui très incertain, donc ça équilibre un peu. Sur le papier, voilà, je donnerais environ une bonne chance sur 4 à l'OL, ce qui est déjà pas si mal. Je pense notamment que le 0-0 chez soi, c'était pas un mauvais résultat. Maintenant, le but à l'extérieur pourrait valoir cher. Et si Lyon, comme en 2010 à Madrid, arrive à rester dans le coup jusqu'au dernier quart d'heure, on pourrait avoir le dénouement de folie qu'on attend. Le truc pour moi, c'est que le Camp Nou en match retour, c'est à peu près imprenable. Et alors c'est pas tant pour l'ambiance, qui honnêtement peut être un peu terne,
Bon, voilà, c'est pas aussi mort que Old Trafford ou le Santiago Bernabéu dans les moments creux, mais par exemple, je crois qu'on attend environ 5 000 Lyonnais en déplacement, et je serais pas surpris qu'on les entende pendant une bonne partie de la rencontre. Et donc voilà, c'est pas une question de volume ou de public difficile, et c'est pas non plus une question de largeur de terrain, qui est un mythe total, et qu'on entend d'ailleurs souvent dans la bouche des joueurs eux-mêmes, mais un peu comme j'expliquais dans ma vidéo, pourquoi on gagne plus souvent à domicile, je pense que les notions de confort et de territoire à défendre sont particulièrement exacerbées pour le Barça au Camp Nou. Pour un groupe avec certains piliers qui sont là depuis une éternité, qui adhèrent franchement même à l'idée de la Catalogne, et qui ont une identité locale très marquée, ça peut sembler être une théorie un peu fumeuse, et sur le papier, j'aurais plutôt tendance à être d'accord, mais en réalité pas du tout. Alors je vous conseille vraiment la vidéo, je pense que vous trouverez ça intéressant. Et puis enfin, l'autre chose, c'est que si la partie sera sûrement très animée et très débridée, le problème c'est que l'OL c'est une équipe qui met beaucoup de folie, oui, mais qui subit aussi beaucoup la folie. Voilà, je pense que c'est un groupe qui a tout simplement pas la maturité, que ce soit niveau caractère ou niveau jeu, pour contrôler, pour calmer le tempo quand il faut. Et donc mon point final, malheureusement, c'est que malgré tous les exploits réalisés cette saison, cette fois je pense que le gros sera peut-être un peu trop gros, et je vois le Barça s'imposer 2-0. Voilà les amis, c'est la fin de cette preview Ligue des Champions, et j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like. Depuis que je vous en ai parlé, on a franchi à plusieurs reprises la barre des 10 000 pouces bleus, donc merci beaucoup pour ça. Et puis, évidemment, si c'est pas encore le cas et que vous voulez pas rater les analyses de ces rencontres, généralement je les sors les lendemains qui suivent les matchs, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, voilà, ça me fera très plaisir. Quoi qu'il en soit, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. De notre côté, on se retrouve très vite, bien sûr. Alors d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous, passez une excellente soirée, et on se dit à demain. Bisous.